Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à cette édition de la mi-journée au sommaire. Fin d'exécution du programme d'appui au renforcement de la démocratie locale et de la participation citoyenne dans le plateau central, porté par le laboratoire Citoyenneté avec l'appui de Solidar Suisse. Le bilan de ce programme a été jugé satisfaisant par ses acteurs. 48 heures pour valider la stratégie nationale de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes du Burkina Faso, une initiative du projet La Voix des jeunes du Sahel qui en est à sa phase 2 et qui vise l'autonomie financière de la jeunesse. Et puis en Côte d'Ivoire, le troisième mandat de Alassane Ouattara est effectif. Investi le 14 décembre dernier, le président ivoirien, dans son discours, a listé ses ambitions pour son pays. Vous entendrez dans ce journal quelques réactions de ses proches. Mais avant, Madame, Monsieur, démarrons ce journal avec la fin de mission de l'ambassadrice du Brésil au Burkina Faso. Hier, elle a été reçue à Kosiam après 6 années de service au pays des hommes intègres. Regina Celia de Oliveira Betancourt a confié avoir vécu de façon intense avec les Burkinabés les différents événements qui ont touché le pays. Elle a aussi manifesté sa reconnaissance au peuple burkinabé pour son chaleureux accueil. Écoutez-la. C'est mon départ du Burkina après 6 ans et demi. Ici, c'était mon premier poste comme ambassadeur. Et vraiment, on a eu, comme vous savez, de 2014 à 2020, nous avons eu des moments intenses ici. Et j'étais à vos côtés dans ces moments historiques qu'on a vécu dernièrement au Burkina. Je voulais vous féliciter pour les dernières élections, pour votre maturité politique. Je pense que les électeurs burkinabés ont choisi avec conscience ce qui était mieux pour leur avenir. Je pense que dans tous ces processus que vous avez eu depuis 2014, vous avez beaucoup de leçons à donner à différents pays du monde sur le processus démocratique. Être ici, c'est pour moi être chez moi. Je me sens complètement à l'aise au Burkina Faso. J'espère qu'on se met ensemble, on peut coopérer plus et trouver des façons de travailler ensemble. Le Brésil a beaucoup d'expérience dans l'agriculture et vous aussi, l'agriculture, c'est toujours une activité très importante pour vous. C'est également la fin d'exécution du programme d'appui au renforcement de la démocratie locale et de la participation citoyenne dans le plateau central. Les acteurs de la mise en œuvre de ce programme étaient réunis hier à Ouagadougou. Au bout de 4 années d'activité, le bilan est positif. À noter que le programme est porté par le laboratoire Citoyenneté avec l'appui de Solidar Suisse. Abdoul Rahim Nyenye et Abdoul Rahim Tapsouba. Mis en œuvre depuis 2017, le programme d'appui au renforcement de la démocratie locale et de la participation citoyenne dans la région du plateau central a permis d'améliorer la participation des populations au processus de décision. Ce programme, qui a concerné 8 communes de la région, a favorisé le renforcement du service public au profit de la population. Et selon les responsables, le bilan est jugé satisfaisant car les populations comprennent mieux leur rôle dans la gestion de la chose publique. Il y a des maires qui ont été houspillés, il y a des maires qui ont été interpellés, qui étaient obligés de rompre leur travail quelque part pour venir répondre aux citoyens en fonction de leurs demandes. Voici comment la démocratie participative s'est jouée dans ces 8 communes-là. Donc avec notre partenaire, le laboratoire Citoyenneté, qui est une organisation assez expérimenté dans ce domaine, nous avons élaboré un programme qui a consisté à former les collectivités, à renforcer les médias
et à travailler avec les communes pour qu'ensemble on puisse améliorer la qualité des services sociaux de base au niveau des différentes collectivités bénéficiaires. Au regard du bilan satisfaisant, l'ONG Solidaire Suisse promet accompagner le laboratoire citoyenneté pour une expérience au niveau des villages, car pour le président de cette ONG, la démocratie se construit à la base. Nous allons expérimenter encore une nouvelle approche de participation, mais là à l'échelle village. On va choisir des communes partenaires où on va essayer de voir comment à l'échelle du village on peut créer un cadre de concertation et de redevabilité. Les conseillers municipaux qui représentent les villages, une fois de retour de la mairie, ils doivent trouver un cadre de restitution de ce qui se passe à la mairie, même dans le cadre de la planification des plans communaux de développement. Il faut un cadre de concertation à l'échelle village démocratique où les gens puissent s'exprimer, comme ce que nous avons fait dans le cadre de ce projet à l'échelle communale, des organisations de la société civile qui discutent entre elles et qui proposent des actions, qui participent à la planification au niveau communal. Notons que le laboratoire citoyenneté intervient également dans plusieurs autres régions comme le Sahel, le centre-nord et l'Est. Son objectif est le renforcement de la citoyenneté, la bonne gouvernance et le développement au niveau local. La Direction générale des impôts, DGI, a tenu hier à Ouagadougou sa 9e conférence annuelle. L'occasion était tout indiquée pour les agents de la structure de réfléchir sur les problèmes majeurs qui minent leur institution. À cet effet, des experts d'autres pays ont été conviés à la rencontre. Mamidriana Kamabou. Comment rendre un meilleur service aux contribuables tout en améliorant les performances de l'administration fiscale burkinabé? Telle est la problématique sur laquelle les participants doivent se pencher à cette 9e conférence annuelle de la Direction générale des impôts. Durant 72 heures, les participants auront donc à identifier les défis majeurs à relever et proposer des solutions idoines. Nous devons donc travailler aussi bien sur d'autres aspects, tels que le cadastre fiscal où nous voulons moderniser. Nous devons donc travailler à revoir sans complaisance, en regardant quelle meilleure organisation nous allons mettre en place au niveau de la DGI pour que cette direction puisse bien sûr assumer convenablement sa mission. Ce n'est pas des réformes qui vont être imposées, c'est une réforme qui se fera avec les acteurs de la DGI, avec leurs contributions, et c'est eux qui réfléchiront, qui donneront des orientations qui nous permettront au niveau justement du ministère de travailler ensemble pour que nous puissions asseoir une administration moderne. Cette 9e conférence s'inscrit dans la vision du plan stratégique de la DGI 2017-2021. Un plan stratégique qui a mis l'accroissement de la mobilisation des ressources et la satisfaction des contribuables au centre de ses préoccupations. Et au compte de l'année 2020, la DGI a mobilisé près de 800 milliards de francs CFA. Il nous reste une quarantaine de milliards à mobiliser et donc nous sommes très confiants que dans les jours qui suivent là, on pourra mobiliser le reste et nous sommes convaincus que nous ferons au moins 100% des prévisions. Quelle réforme institutionnelle pour une DGI moderne, performante et orientée usagée? C'est sur ce thème que se tient la présente conférence annuelle de la Direction générale des impôts. Pour atteindre ces objectifs, la DGI a pour cette rencontre fait appel à des experts venus du Canada et du Togo. Le projet La Voix des jeunes du Sahel soutient l'entrepreneuriat de la jeunesse burkinabé. Mardi dernier à Ouagadougou, il a procédé à une rencontre de validation technique de la stratégie nationale de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes du Burkina Faso. C'est une démarche qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la phase 2 du programme. L'objectif final étant de permettre une indépendance financière à cette frange dominante de la population burkinabé. Nili Tapsoba. C'est dans l'objectif de promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes au Burkina Faso que le gouvernement burkinabé et ses partenaires ont initié la rédaction d'une stratégie nationale de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Les participants à cet atelier auront pour mission de valider techniquement la dite stratégie et son plan d'opérationnalisation.
Nous avons mis en place donc une structure nationale, la Direction générale de la promotion de l'entrepreneuriat et de l'utilisation des jeunes. Mais il nous manquait donc le référentiel. Et aujourd'hui donc nous travaillons donc sur l'adoption, sur la validation de la stratégie nationale de la promotion de l'entrepreneuriat au niveau du Burkina Faso. Et au niveau donc de cette stratégie, ce qui est important, c'est d'abord la façon dont le processus a été conduit. Il y a certains bureaux d'études, il y a donc la Voix du Sahel qui accompagne, mais il y a que dans le cheminement, ils ont impliqué donc l'ensemble donc des acteurs sur le terrain et de toutes les régions. Et aussi au niveau donc du département, beaucoup de structures donc ont participé à l'élaboration donc de ce document référentiel. Afin de permettre une meilleure prise en charge de l'entrepreneuriat des jeunes, le Centre de dialogue humanitaire et ses partenaires, dans le cadre de la mise en œuvre du projet La Voix des jeunes du Sahel phase 2, accompagnent l'État burkinabé dans l'élaboration de la stratégie nationale de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. L'entrepreneuriat peut être une solution, ce n'est peut-être pas la panacée, mais effectivement les jeunes y ont cru. Et avec l'accompagnement donc des autorités, dans le cadre de ces dialogues, l'idée effectivement a été de pouvoir donc susciter, d'accompagner, de faciliter donc ce processus-là, bien entendu en intégrant donc les organisations de jeunesse dans le processus d'élaboration, et c'est ce qui a été fait. Et donc aujourd'hui nous sommes en tout cas très réconfortés de voir que au-delà donc du Burkina Faso, le Niger avait déjà sa stratégie nationale de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes en y impliquant les organisations de jeunesse, et c'est le tour du Burkina Faso, deuxième pays sur l'ensemble de ces 5 pays. En tout cas, nous saluons ici donc l'engagement de tous les acteurs qui ont participé donc à l'émergence du processus d'élaboration dont la validation donc aura lieu aujourd'hui. Prennent part à cette rencontre l'ensemble des acteurs, autorités, organisations de jeunesse, secteurs privés et ONG venus des 13 régions du Burkina Faso. Notons que cet atelier de validation se tient du 15 au 16 décembre 2020. La Coalition nationale pour l'éducation pour tous sollicite l'appui des élus nationaux pour une éducation de qualité. Lundi passé, elle a initié une rencontre avec ces derniers. Le but est d'impliquer ces élus nationaux dans son plaidoyer pour une éducation inclusive de qualité au Burkina Faso. Les députés ont souligné la nécessité d'accroître le budget alloué à ce volet pour faire face aux défis actuels. Abdoul Rahim Magnini. Le secteur de l'éducation fait face à plusieurs défis, à savoir la crise sécuritaire, le manque d'infrastructures scolaires et l'exclusion de certaines couches comme les personnes vivant avec un handicap. Autant de défis auxquels la Coalition nationale pour l'éducation pour tous compte s'attaquer. Au cours de cette rencontre avec les élus nationaux, les membres de la coalition ont fait l'état des lieux de l'éducation au Burkina Faso et il ressort des insuffisances qui doivent être relevées avec le soutien des parlementaires. Il y a des efforts qui sont faits, mais en réalité, il y a beaucoup de difficultés qui nécessitent effectivement que des mesures idoines soient prises. Voilà, donc pour remonter ces défis-là. Nous avons essayé de faire une évaluation, un état des lieux de la mise en œuvre du plan secteur de l'éducation et de la formation. Nous constatons qu'au niveau du préscolaire, par exemple, le taux de préscolarisation est de 5,2%. Au niveau de l'alphabétisation, nous sommes à 34,5%, ce qui n'est pas très encourageant. Nous avons formulé des recommandations et c'est ce que nous avons voulu échanger avec les députés pour qu'ils comprennent le sens de notre combat et les recommandations que nous avons formulées, qu'ils les comprennent et qu'ils puissent nous aider à les porter au niveau de l'Assemblée. Les élus nationaux présents à cette rencontre ont tous approuvé le combat pour l'amélioration de la qualité de l'éducation au Burkina Faso. Ils ont promis soutenir la coalition pour relever le défi d'une éducation inclusive de qualité. Et nous, en tant que parlementaires, il est de notre devoir également d'aller dans le sens de l'amélioration des conditions des familles, des enfants et des populations du Burkina Faso. Et donc tout ce qui concerne l'éducation nous interpelle également. Et je crois qu'ils ont frappé donc à la bonne porte. Beaucoup de problèmes sont posés aujourd'hui. Et avec la crise sécuritaire, les problèmes ont augmenté dans le sens donc au niveau de l'éducation. Et il est en tout cas impérieux, il est vraiment impérieux qu'on prenne ça en compte
et que le budget vraiment soit revu à la hausse pour permettre en tout cas à l'enseignement de prendre en compte toute cette situation de crise. Selon les élus locaux, le gouvernement doit également poursuivre les réformes engagées pour adapter l'éducation aux réalités du pays et aussi réaliser des infrastructures dans les zones qui accueillent les élèves déplacés pour favoriser la poursuite de leur cursus scolaire. Deuxième session ordinaire de l'année 2020 du Comité national de coordination de la stratégie nationale 2019-2023 de lutte contre les pires formes de travail des enfants. Au cours de cette rencontre, il a été question d'examiner le rapport de 2019 afin d'y apporter des solutions significatives pour soulager la souffrance des mineurs. C'était mardi dernier à Ouagadougou avec Mamidriana Kamabou et Chérif Yanogo. En septembre dernier, le Comité national de coordination de la stratégie nationale 2019-2023 de lutte contre les pires formes de travail des enfants avait adopté des outils de suivi et de rapportage de la stratégie nationale de lutte contre ce fléau. Il ressort que la lutte contre le travail des enfants a enregistré de nombreux acquis au cours de l'année 2019. Et à cette deuxième session, le comité va examiner le rapport de 2019 afin d'améliorer les résultats sur les pires formes de travail des enfants. Vous savez que nous avons fait une collecte de données sur les structures, sur les lieux de travail des enfants. Et nous avons donc des données que nous avons voulu partager avec ces commissaires afin qu'ils puissent nous aider à avoir de meilleures orientations pour lutter contre le travail des enfants. Au Burkina Faso, de nombreuses familles vulnérables n'arrivent pas à subvenir aux besoins de leurs enfants, ce qui expose ce dernier aux pires formes de travail. Et selon une enquête menée par le comité, la majorité des enfants se retrouvent dans les sites d'orpaillage et dans le domaine agricole. Nous faisons la surveillance des lieux de travail. Nous essayons également d'améliorer l'accès à la formation éducative des enfants qui sont sur les sites et que nous retirons. Et nous essayons également de permettre que les familles dites vulnérables puissent avoir donc de meilleures conditions. Et pour accompagner ces familles vulnérables dans la lutte contre ce fléau, le ministère en charge de l'action sociale et ses partenaires organisent des opérations de retrait de cette couche vulnérable de ces sites. Nous essayons de retirer ces enfants, donc lorsque nous en trouvons sur les sites, de les retirer donc de ces sites-là et essayer donc de les replacer dans le système éducatif. En plus des opérations de retrait d'enfants, le ministère accompagne également ces familles dans l'amélioration de leurs revenus afin que ces enfants ne se retrouvent plus sur ces sites de travail. Mécontentement à l'hôpital Hassan Ousourou de Bobo-Dioulasso. Cela fait plus d'une semaine que agents de santé et malades de ce centre hospitalier sont privés d'eau. Une situation qui indigne au plus haut niveau la sous-section du SINCHA de l'hôpital. Mardi dernier, les membres du syndicat ont réagi à cette situation déplorable en observant un mouvement d'humeur. Plus de détails avec Joseph Koudougou. Les travailleurs du centre hospitalier universitaire Souro Sanou de Bobo-Dioulasso, avec à leur tête les responsables du syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale SINCHA, ont exprimé ce mardi leur mécontentement. Raison de ce mouvement d'humeur, une coupure d'eau dans les différents services de l'hôpital. Nous trouvons cela inadmissible que dans un centre de santé, fût-il en tout cas un grand hôpital de référence du pays, le deuxième, qui viennent à manquer de l'eau pour faire les soins. Et nous avons pensé que cette situation perdure depuis plus d'une semaine et que nous ne pouvons pas continuer à être complices de cette situation. Et voilà la raison pour laquelle nous avons décidé effectivement d'attirer l'attention des travailleurs et même effectivement de tout le monde par rapport à la question. Mais l'une des mesures barrières effectivement par rapport à la Covid, c'est le lavage des mains. Voilà, vous ne pouvez pas poser un acte à la santé. Avant de poser un acte, il faut laver les mains. Après l'acte, il faut laver les mains. Tout le temps, il faut laver les mains. Mais s'il n'y a pas l'eau, vous voyez qu'on s'expose et on expose les malades, effectivement, à la Covid. Ça, c'est une question, j'allais dire, vraiment élémentaire. Une interpellation qui sera suivie d'un arrêt de travail si une solution n'est pas trouvée. Nous avions décidé que
effectivement, si l'eau n'arrivait pas, si la coupure se poursuivait ce matin, tout simplement, on allait arrêter le travail. Ça va de soi. Parce que sans eau, on ne peut pas parler que santé. C'est une question, j'allais dire, primordiale et élémentaire. Mais depuis hier soir, effectivement, on a constaté qu'il y avait une desserte en eau dans les services. Ce qui ne peut pas, effectivement, on ne serait pas compris si aujourd'hui on arrêtait le travail. C'est pour cela que nous avons tenu à dire que d'ores et déjà, s'il arrivait qu'il y ait une coupure dans un service donné, effectivement, en tout cas notre syndicat était partant pour que finalement, le travail soit arrêté au niveau de ces services. Et à en croire les manifestants, la hiérarchie a été plusieurs fois saisie sur la question. C'est un problème qui a été posé depuis longtemps. À un certain moment, la direction a dit que c'était les installations. Ensuite, on s'est rendu compte qu'il fallait équiper les services de polytanks. Mais tout ça, ça a été fait. Mais jusqu'à présent, en tout cas, ça a montré ses limites. Donc, aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous sommes des praticiens, nous attendons le matériel pour poser les actes. Et quand ça vient à manquer, on donne de la voix. Notre tentative d'avoir la version des faits de la direction générale du CHU est restée vaine. Et comme annoncé en titre, nous terminons avec la Côte d'Ivoire où le 3e mandat de Alassane Ouattara est en marche. Pour ce nouveau quinquennat, l'homme a plusieurs projets pour son pays. Nous vous invitons à écouter les attentes de quelques personnes présentes à l'investiture. Nyamba Kabri. Souverain de Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara, réélu en octobre dernier, a prêté serment pour relever de nouveaux défis à la tête de la Côte d'Ivoire, dont les plus pressants sont entre autres la réconciliation nationale, la justice et la relance économique post-crise sanitaire due à la pandémie à Covid-19. Il jouit sans doute d'une légitimité internationale pour y parvenir au regard de l'attraction des chefs d'État et des hauts représentants du monde entier à son investiture, à défaut d'une caution nationale unanime, mais ses fidèles et proches collaborateurs en sont bien conscients, confiants et rassurants. Le président Alassane Ouattara a prêté serment pour le premier mandat de la Troisième République. Nous avons retenu des mots forts, la lutte contre la corruption, la prise en charge des frais COGES au niveau de l'éducation, amplifier les actions pour la jeunesse, amplifier l'autonomisation économique et inclusive des femmes. Nous ressortons de cette prestation de serment avec beaucoup de joie, beaucoup d'émotion. Et nous disons que la Côte d'Ivoire doit continuer à aller de l'avant avec un grand pâtissier qui est le président de la République. Je vous remercie. Nous attendons du président ce qu'il a lui-même promis aux Ivoiriens et ce à quoi il travaille depuis 9 ans, un peu plus de 9 ans aujourd'hui. Ce que nous attendons, c'est que la Côte d'Ivoire continue sa marche en avant. Nous attendons du président qui reste ferme toute son ambition de faire de la Côte d'Ivoire un pays moderne, un pays de travail. Et ça, je suis peut-être totalement heureuse parce que heureusement que nous avons à la tête de notre pays un sachant, un homme d'expérience et un homme qui aime vraiment la Côte d'Ivoire, son pays, et qui l'a démontré à travers toutes les expériences que nous avons connues. Je souhaite bon voir la Côte d'Ivoire avec le président Ouattara et j'invite les Ivoiriens à rester concentrés sur l'essentiel. L'essentiel, c'est la paix. L'essentiel, c'est l'entente, c'est la solidarité. L'essentiel, c'est que notre pays reste debout, en paix, pour aller donc vers des lendemains meilleurs. La cérémonie d'investiture, tout comme l'élection présidentielle elle-même, a été boycottée par la plateforme de l'opposition conduite par le président Henri Konan Bédié, qui venait d'annoncer la mise en berne du dialogue national. Il exige au préalable la libération des prisonniers politiques, la mise en place d'un cadre de concertation en remplacement du Conseil national de transition CNT et le retour des exilés dont l'ex-président Laurent Gbagbo, acquitté par la justice internationale mais condamné en Côte d'Ivoire par contumace pour des crimes économiques. Ce dernier vient d'ailleurs de se faire établir ses passeports usuels comme annoncé par le président Alassane Ouattara lui-même lors de son discours d'investiture et pourrait peut-être bénéficier d'une grâce présidentielle pour son retour en douceur au bercail. Fin de cette édition, je vous quitte sur cette magnifique photo d'éléphant prise depuis la réserve de Nazenga dans le sud du Burkina Faso, une image d'amour qui se passe de tout commentaire. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Bonne suite à deux programmes sur 3TV, la télévision interactive.